Bonsoir. La logique pour celui qui refuse les batailles n'est pas de chercher la bataille, c'est de chercher la pureté. Car son combat commence après sa mort. 1000 pacifiques, des milliers de pacifiques ne seraient plus que des milliers de morts individuelles. Il ne peut y avoir là ni troupe ni chef. La mort est la chose la plus solitaire du monde. Elle est ici un destin commun et une marque. Je sais, c'est une mort et je déteste la mort, mais j'aime le mépris. J'aime me servir du mépris. Laissez-moi l'achever, hurle la conscience professionnelle militaire. Réveil au petit jour, l'aube, les mains liées derrière le dos, attaché au poteau, forcé de s'agenouiller, les yeux bandés. Le Pacifique est devant les fusils. Il ne lui reste plus qu'un temps infinitésimal. Il est seul, mais il est contre. Bonsoir. Merci à Jacques Serrano de cette invitation qui nous a été donnée. Vous venez d'entendre un extrait de Recherche de la pureté de Jean Giono, qui est un écrit pacifiste, écrit juste avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Alors, le thème de cette soirée, qui est le crime, j'ai souhaité le placer sous l'égide du crime parmi les crimes, qui est la guerre. Parce qu'à mon sens, on ne peut pas comprendre le trajet de Giono, auteur, on ne peut pas comprendre son œuvre, on ne peut pas comprendre ses engagements politiques, si on ne comprend pas que tout part de cette expérience originelle, ce moment où Giono a vu le mal en face, à la guerre de 14. Vous avez ce soir sur scène 3 lecteurs de Giono, Jacques Bonafé, qui connaît Giono depuis longtemps, qui en est un excellent lecteur. J'ai invité pour discuter avec moi Dorian Astor, qui est philosophe, qui a édité Nietzsche dans la Pléiade, parce que je trouvais intéressant d'éclairer cette notion de crime chez Giono, du regard et peut-être aussi du sourire de la philosophie. On a commencé par quelque chose qui évidemment prête peu à sourire, on va voir ce qu'on peut en faire. Quant à moi, j'ai eu l'extrême privilège de concevoir cette exposition qui est présentée au MUSEM actuellement sur Giono. Et donc ceux qui l'ont vue ne seront pas surpris de cette lecture inaugurale, puisqu'elle est le pendant en quelque sorte de l'installation sur la guerre de 14 qui ouvre l'exposition. Vous avez donc devant vous 3 lecteurs de Giono, et vous avez 3 lecteurs qui vous parleront depuis leur place de lecteur, qui sont toutes différentes. Et en tout cas, je ne sais pas pour vous Jacques, mais pour Dorian et moi, vous avez 2 lecteurs au moins absolument stupéfaits, qui se sont pas encore tout à fait remis de leur lecteur de Giono. On est encore un peu fébrile. Moi, pour ce qui me concerne, c'est le moment où donc, le MUSEM m'a demandé de concevoir cette exposition. Alors j'avais un peu lu Giono, et puis il a fallu lire et relire et tout relire sous l'œil expert et savant de Jacques Ménil, président de l'Association des Amis qui est ici ce soir. Et la violence de Giono m'a sauté au visage, elle m'a prise à la gorge. Et vous verrez que la notion de crime, on peut l'étendre à bien des choses chez lui, parce que la question du mal et de la noirceur chez l'homme parcourt toute son œuvre. Dorian, quand on a commencé à travailler tous les deux, toi-même, tu m'as dit que tu avais été proprement époustouflé par ce que tu as lu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, bonsoir. Moi, je suis ravi d'être ici. Je suis ravi d'être ici en lecteur de Giono, j'allais dire en lecteur néophyte. Je ne suis certainement pas spécialiste et je ne suis même pas un lecteur de Giono de longue date. J'avais dû lire Le Hussard sur le toit à l'adolescence. Et en réalité, Emmanuel a la délicatesse de ne pas le dire, mais c'est à sa demande, à son invitation, que j'ai plongé dans Giono de manière absolument boulimique. Et donc ça fait quoi ? Je ne sais pas, 6 mois que je lis Giono et que je ne peux pas m'arrêter. Et Emmanuel disait qu'on prend la violence en pleine figure, le mal, etc. Il y a une chose qui m'a frappé, justement à propos de la guerre, c'est que dans un des écrits pacifistes, j'ai mauvaise mémoire, je ne sais plus lequel, mais dans un de ses écrits, Giono, après avoir
décrit, c'est plus que décrit, avoir pénétré l'immonde au sens strict, l'absence de monde de la guerre, de la Première Guerre, dit en quelques lignes, je me suis mis à écrire pour faire déferler la vie, pour les gorger de vie, pour répandre la vie sur eux, comme une espèce de compensation, pour refaire monde. Et à un niveau de lecteur tout à fait individuel et n'ayant pas eu l'expérience de l'immonde, toutefois, j'ai vraiment eu le sentiment de recevoir en pleine figure une déferlante de vie. Voilà, ça, je pense qu'on en reparlera, mais ça, c'est vraiment ma première impression. Oui, on va en reparler parce que effectivement, il y a les deux en même temps dans l'œuvre de Giono. C'est-à-dire, il y a à la fois la noirceur, le torrent de crime, mais ça va au-delà de la notion de crime. Hein. J'en parlais avec Jacques dès le début. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est Giono, c'est la mise à mort. C'est pas seulement le crime. Dans la mise à mort, il y a la notion de sacrifice également. Il y a beaucoup de suicides chez Giono, par exemple. Hein, il raconte une histoire d'enfance où il a vu une pendue. Ça, c'est dans Jean le Bleu. Il raconte que quand il était petit, il va dans un village et il passe sous les jupes d'une pendue, comme ça. C'est une des premières visions qu'il a enfant. Et il se souvient du vent qui jouait dans ses jupes. Et ça, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire, il y a la mort qui est là, il y a une vision très prégnante. Et puis, il y a quelque chose qui est de l'ordre du détail anecdotique et presque amusant, qui est la vie qui court malgré tout. Il y a un goût chez lui pour le fait divers, il y a un goût chez lui pour le roman policier, il y a même un goût pour la chronique judiciaire, puisqu'il a chroniqué l'affaire Dominici. Et puis il y a ce dont tu parles, qui est ce torrent de vie dont on est, je crois, si on est lecteur, tous conscients, qui prend plusieurs formes, et notamment la forme des déferlantes, des éléments naturels, des éléments de la nature dans son œuvre. Et cette nature, elle est ambivalente. Ça, c'est une chose qui m'intéresse aussi, c'est-à-dire que c'est une nature qui peut être bienveillante et vers laquelle on peut se tourner, mais c'est aussi une nature qui va se venger lorsque les hommes sont prétentieux, font preuve de ce que les Grecs appelaient l'hubris, et se mettent à détruire le vivant autour d'eux. Mais avant d'en arriver là, pour revenir à cette expérience de lecture, je pense qu'il y a peut-être un livre qui est le plus énigmatique de Giono, un de ses plus célèbres aujourd'hui, et qui est en tout cas considéré comme son chef-d'œuvre. Et ce livre se termine sur une scène absolument stupéfiante qui, je crois, synthétise assez bien ce qu'on est en train de dire. Nous nous souvenions très bien, Bigre, de cette époque. C'est vrai, les cigares. Mais nous nous étions dit, c'est sans doute pour faire honneur à sa dame. Il ne manque pas de jeunes dames à qui la pipe répugne. Au début d'un mariage, on fait toujours des concessions. Les vieux mariés sont toujours bien contents de pouvoir au moins faire quelque chose d'agréable, sans effort. Après, ce sont des choses qui arrangent. On s'était dit, il y reviendra à sa pipe. Ça se trouve dans Un roi sans divertissement. Mais dès la première chute de neige, une toute petite neige d'automne qui tombait le 20 octobre, il y avait une épaisseur de 2 doigts à peine. C'était évidemment suffisant pour que tout le pays soit blanc, même beaucoup plus blanc que lorsqu'il tombait 1 mètre. Ces neiges rases sont étincelantes comme du sel. Anselmi vit arriver Langlois chez elle. Le lendemain de ce jour-là, nous étions peut-être 50 chez Anselmi, et tout le jour fut un défilé. On lui dit, eh bien, raconte, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est venu, dit-elle. Et des heures avant qu'on puisse en tirer autre chose que ce « il est venu ». C'est une brute, cette femme. On était quand même arrivé à savoir à peu près quelque chose. La neige était donc tombée. Le pays était tout blanc. Langlois était arrivé chez Anselmi. Il n'était pas entré. Il avait ouvert la porte et il avait crié « Est-ce que tu es là ?» « Bien sûr que je suis là, avait dit Anselmi. « Amène-toi, avait dit Langlois. « Pourquoi est-ce qu'il faut que je m'amène, avait dit Anselmi. « Discute pas, avait dit Langlois. « Vous me laisserez jeter mon poireau dans la soupe, avait dit Anselmi. « Dépêche, avait dit Langlois. « Il avait une voix, dit Anselmi, que j'en ai lâché mon poireau et que je suis venu tout de suite. » Quelle voix, lui demandâmes-nous. Parle, le procureur va venir, tu sais, lui te fera parler. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, dit Anselmi. Il était en colère, quoi. Langlois, oui, c'était une voix en colère.
Bon, alors tu es venu et est-ce qu'il était en colère? Oh, pas du tout. Comment était-il? Comme d'habitude. Pas plus. Pas plus quoi? Non, comme d'habitude. Il n'avait pas l'air fou. Lui? Oh ben alors vous autres, fou. Mais vous n'y êtes plus, pas du tout. Il était comme d'habitude. Il n'avait pas l'air méchant. Mais non, puisque je vous dis qu'il était comme d'habitude. Vous savez qu'il n'était pas très rigolo. Hein? Bien, il continuait à n'être pas très rigolo. Mais tout juste bien gentil, quoi. Bon, et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, est-ce que tu as des oies? J'y ai dit, oui, j'ai des oies, ça dépend. Va m'en chercher une. J'ai dit, ils sont pas très grasses, mais il a insisté. Alors j'y ai dit, eh bien, venez. On a fait le tour du hangar et j'y ai attrapé une oie. Comme elle s'arrête, on lui dit un peu rudement, eh bien, parle. Bien voilà, dit Anselmi. C'est tout. Comment c'est tout? Ben oui, c'est tout. Il m'a dit, coupe-lui la tête, j'ai pris le couperet, j'ai coupé la tête à l'oie. Où? Où quoi, dit-elle? Ben c'est le billot, parbleu. Où qu'il était, ce billot? Sous le hangar, pardi. Et l'Anglois, qu'est-ce qu'il faisait? Se tenait à l'écart. Où? Ben dehors, le hangar. Dans la neige? Oh, il y en avait si peu. Mais parle! Et on la bouscule. Vous m'ennuyez à la fin, dit-elle. Je vous dis que c'est tout. Si je vous dis que c'est tout, c'est que c'est tout, nom de nom. Il m'a dit donne. J'y ai donné l'oie. Il l'a tenue par les pattes. Eh bien, il l'a regardée saigner dans la neige. Quand elle a eu saigné un moment, il me l'a rendue. Il m'a dit tiens, la voilà, et va-t'en. Et je suis rentré avec l'oie. Et je me suis dit, il veut sans doute que tu la plumes. Alors je me suis mise à la plumer. Quand elle a été plumée, j'ai regardé. Il était toujours au même endroit, planté. Il regardait à ses pieds le sang de l'oie. J'y ai dit, les plumets, monsieur Langlois. Il ne m'a pas répondu, n'a pas bougé. Je me suis dit, il n'est pas sourd. Il t'a entendu. Quand il la voudra, il viendra la chercher. Et j'ai fait ma soupe. Est venu 5 heures, la nuit tombée. Je sors prendre du bois. Il était toujours là, au même endroit. J'ai de nouveau dit, les plumées, monsieur Langlois, vous pouvez la prendre. Il n'a pas bougé. Alors, je suis rentré chercher l'oie pour la lui porter, mais quand je suis sorti, il était parti. Eh bien, voilà ce qu'il dut faire. Il remonta chez lui et il tint le coup jusqu'après la soupe. Il attendit que Saucisse ait pris son tricot d'attente et que Delphine ait posé ses mains sur ses genoux. Il ouvrit comme d'habitude la boîte à cigares et il sortit pour fumer. Seulement, ce soir-là, il ne fumait pas un cigare. Il fumait une cartouche de dynamite. Parce que Delphine et Saucisse regardèrent comme d'habitude la petite braise, le petit fanal de voiture. C'était le grésillement de la mèche. Et il y eut, au fond du jardin, l'énorme éclaboussement d'or qui éclaira la nuit pendant une seconde. C'était la tête de Langlois qui prenait enfin les dimensions de l'univers. Qui a dit « Un roi sans divertissement est un homme plein de misère ». Dernière phrase du roi sans divertissement. Ce chef-d'œuvre absolu de Giorgiono, ce passage que vous venez d'entendre, qui est donc la fin du roman, c'est un roman très énigmatique, qui était même énigmatique pour Giono lui-même, puisque Jacques Mény m'expliquait que Giono avait dû écrire des fiches pour comprendre ce qui se passait dans son roman au moment où il a voulu l'adapter en film. Donc vous voyez, lui-même s'y perdait. Ce que Jacques vient de vous lire, c'est donc toute la séquence finale du livre. Ce Langlois est un détective. C'est un détective paradoxal. C'est quelqu'un qui traque un serial killer. Ce serial killer est quelqu'un qui place les corps dans un arbre en hiver. Ça, c'est une image que j'ai retrouvée dans les archives des périodiques de la guerre de 14. J'ai trouvé une image d'un soldat explosé dans un arbre. Je suis absolument convaincue que cette vision chez Giono vient de ce type d'image. Je pense que Giono est un écrivain de l'hallucination et que son hallucination, elle vient d'ailleurs. Et on la retrouve dans ce que Jacques vient de lire, cette hallucination, chez ce personnage de détective qui traque l'assassin, mais qui est lui-même fasciné par la mort, qui est fasciné par le sang, et qui reste hypnotisé devant les gouttes de sang de l'oie sur la neige avant d'aller se faire sauter le caisson à coups de bâton de dynamite. Là, vous avez un exemple assez extraordinaire du style ahurissant de Giono qui arrive à mélanger des moments où on rit franchement, avec des choses qui sont presque parodiques, des dialogues très rapides comme ça entre des gens simples qui ne comprennent pas vraiment la situation,
Et à la fin, il vous attrape et il vous saisit. Et ce qui, moi, lorsque j'ai lu ça, m'a paru absolument démentiel de beauté, c'est cette phrase: la tête de Langlois prit enfin les dimensions de l'univers. Là-dedans, il y a plusieurs choses. Il y a le enfin. Le enfin est très important. Le enfin, c'est ce qu'on a attendu pendant tout le roman. C'est-à-dire qu'on se dit, mais quelle est cette énigme? Le enfin, c'est aussi celle de Giono, qui regarde la mort en étant lui-même hypnotisé depuis ses 20 ans et qui l'attend. Et le enfin, c'est, et là je vais passer la parole à Dorian, qui va peut-être nous commenter au passage la phrase de Pascal: un homme sans divertissement est un roi sans divertissement, pardon, est un homme plein de misère. Mais ce enfin, c'est aussi l'homme qui se confond avec le monde. C'est-à-dire qu'on retrouve ce dont on parlait au début, ce désir de mort qui est un désir de vie. C'est dans la mort et c'est dans l'acceptation de la fusion dans le monde qu'on peut se réaliser. Dorian, est-ce que tu peux nous dire, toi, ta lecture de ces choses-là? Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, Emmanuel, et puis dans ce texte-là et dans un roi sans divertissement. Avant d'essayer de répondre à ces questions-là, une chose me frappe. Au fond, entre les descriptions de la guerre dans les écrits pacifistes et un roi sans divertissement, c'est un peu la différence qu'il y a entre l'abattoir et la chasse. Au fond, quand je parlais d'immonde tout à l'heure à propos de la guerre industrielle, de la première grande guerre industrielle menée par les puissances capitalistes, Giono ne cesse de le répéter. Au fond, c'est la perte non seulement d'humanité, mais c'est la perte la perte en monde de la mort. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle est industrielle, machinique. Le contre-exemple de ça, l'autre grande figure de la mort qui est complètement à l'opposé, c'est la chasse. Et le criminel et la victime sont dans des rapports de proie, de prédateur et de proie. Et ça veut dire plein de choses. On pourra en reparler. Moi, on a déjà abordé ça dans nos discussions précédentes. La question, ça n'est pas tant la culpabilité ou l'innocence, c'est qui est prédateur, qui est proie. Et quand vous disiez que Giono était fasciné par les faits divers, par les chroniques judiciaires, il en a fait, par les enquêtes, qu'est-ce que c'est d'autre que le fait divers, la chronique, que de suivre la proie, ou précisément lorsqu'il est accusé, le prédateur, le criminel, à la trace. Et au fond, il y a trois grandes figures de mort dans Un roi sans divertissement. Il y a Langlois qui abat le criminel, le supposé criminel, on n'a jamais de preuve qu'il le soit pour de bon. Il y a le moment où Langlois abat le loup, dans une situation absolument analogique à celle de l'abattage, j'allais dire, de la mise à mort, c'est votre terme, de la mise à mort du criminel. Et il y a le moment où Langlois se fait sauter la tête. Et au fond, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que je commande d'une certaine manière, modestement, parce que si Giono ne comprenait pas tout à son roman, c'est un roman inépuisable d'ambivalence et de complexité, mais au fond, qu'est-ce qui se passe quand le divertissement manque, quand le divertissement au sens pascalien, c'est-à-dire au sens vraiment de l'activité humaine de l'activité pour nous détourner du néant de notre condition. C'est le travail, c'est l'amour, ce sont les passions. Et c'est aussi, chez Pascal, la chasse. La chasse revient très souvent, sport, j'allais dire, activité de la noblesse et des rois, évidemment. La chasse est précisément ce qui détourne les rois de leur néant. Et au fond, Langlois, ici, est un roi. Et c'est aussi pour ça que sa tête, alors c'est un éclaboussement non pas de rouge, non pas de sang, mais d'or. Alors bien sûr, c'est la dynamite, mais c'est une espèce de couronne aux dimensions de l'univers. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est une lecture, vraiment une lecture. C'est que être sans divertissement, c'est ne plus avoir de proie, ne plus rien avoir à poursuivre. Le criminel est mort, le loup est mort, et qu'il y a quelque chose dans la cruauté, dans l'avidité, je pense qu'on y reviendra, dans l'appétit, dans le goût du sang
qui est celui de Langlois et qui est celui de tout vivant, il y a la nécessité de poursuivre, de traquer des proies. Le jour où il n'y a plus de proie, que fait cette avidité-là? Elle se retourne contre soi. Et elle donne le suicide. Et elle donne le suicide. Et c'est qui est une mise à mort. Qui est une mise à mort. Ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse dans ce que vous dites aussi dans le rapport aux faits divers, qui est l'autre versant de ce texte qui est très poétique, Roi sans divertissement, il y a un autre texte qui, lui, s'attache à d'autres choses, mais qui rejoint cette question-là, qui est le texte que Giono a consacré à l'affaire Dominici. Le magazine Art lui a demandé d'aller couvrir le procès, donc c'est un fait divers qui a passionné la France entière dans les années 50. On a trouvé un couple de touristes anglais abattus à coups de carabine. Et comme il n'y avait plus de balles dans le fusil, leur petite fille a été achevée à coups de crosse. Ça, c'est ce que mentionnaient les chroniques. Le regard que Giono porte sur cette affaire dans ce texte est extraordinaire parce qu'il traque justement le sujet. C'est une traque. Lui aussi, il a le goût du sang. Et il a cette phrase que je trouve ahurissante à un moment. Lorsqu'il parle de Gaston Dominici, il commence sa phrase en disant « assassinat mis à part ». C'est qu'au fond, qu'il ait achevé ou pas la petite à coups de crosse, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc il y a cette avidité, ce désir d'aller traquer la palpitation des derniers moments de la vie, parce que ça c'est quelque chose qui fascine l'œil de Giono et qu'on trouve partout. Vous disiez, quand la tête de Langlois explose, c'est de l'or. Le rapport au soleil dans l'œuvre de Giono est compliqué aussi. Il y a des bêtes qui meurent en plein soleil et qui sourient au soleil alors qu'on les éventre. Voilà, tout ça est très puissant. Et c'est ce concept d'avidité qui est au cœur d'un troisième texte de Giono qui est, pour le coup, parmi mes livres préférés, qui n'est pas le plus connu. Et on trouve ce principe d'avidité de vie au cœur de la mort à l'œuvre dans ce texte-ci. Moi, je suis tombé dans Giono, je crois, direct après la Bibliothèque verte. Et ça va? Ça se passe bien? Ah, c'était très, très bien. Il y avait enfin un petit peu de choses à ronger. Et en dehors de mes personnages, il y avait un auteur qui parlait derrière, c'est ça. Ouais. Et je ne veux pas faire mon fier, mais j'étais porté vers la nature parce qu'elle me manquait. J'étais originaire du Nord, et puis c'était plutôt un monde ouvrier, quoi. Et sans doute, je lisais Giono pendant l'été, et cette évocation de la terre, même surtout avec la complexité que vous venez de dire, et avec le crime dedans, ça me plaisait beaucoup. C'est comme si je m'étais dit qu'il y avait, curieusement on n'y pense pas assez, mais une place qui n'était pas faite, une célébration qui n'était pas donnée à la terre. Et j'en veux pour preuve qu'il y a des fêtes ouvrières, un 1er mai, et qu'il n'y a pas d'équivalent de ce que sont pour nous ceux de la terre. Dans la douleur de la guerre 14, on l'a su plusieurs fois par les témoignages de Duneton, qui avait fait très beaux livres, des choses comme ça, c'est ceux qui sont retournés à la campagne, où qu'elle soit à nord ou sud, de tous les côtés, qui ont dû devenir fous, dingues. Pour d'autres, c'était moins difficile. Mais avoir le nombre de disparus, avoir le nombre de mecs amochés par la guerre, et que ça n'avait plus rien à voir, puisqu'on était en Corrèze, qu'est-ce que ça veut dire, ce monument aux morts, cette présence des morts, etc. Et je ne veux pas faire mon fier, mais moi j'ai joué Jean Giono pour la télé, dans un épisode qui s'appelle Vladimir Kossiakov. Une nouvelle. Une nouvelle de 1925. Qui était tournée par Fabrice Cazeneuve. Et c'est l'histoire du soldat Giono. Pendant une semaine, il était sur un point de défense et d'observation. Il dit, j'ai le droit d'écrire que pendant une semaine, j'étais le plus heureux des hommes, même si c'était la guerre 14, j'étais avec un Russe, je ne parlais pas un mot de russe et lui pas un mot de français. On s'est regardé, on a échangé probablement avec d'autres mots. On n'a pas essayé de s'apprendre mutuellement à parler nos langues. Et il décrit ça dans une splendeur qui est la sienne. Oh, pardon des digressions. Pour revenir à notre sujet. Elle n'a cependant jamais été gourmande, dis-je. Elle avait d'autres soucis. Ce n'est pas de la gourmandise. Mais quoi? Peut-être ce qu'on appelle l'agonie, dit-il. Je me demandais
s'il avait lui-même tout son bon sens. Mais l'œil était vif et il y avait une amertume d'une telle justesse sur ses lèvres. Avide, dit-il, une bagarre d'avidité. Au fond, l'agonie. Elle était si peu matérielle, dis-je. Tant que c'est loin, dit-il. Elle avait fini sa soupe. Elle dit quelques mots que je ne comprenais toujours pas, n'ayant pas encore eu le temps d'entrer dans son monde. Des navets, maman, dit mon père. Elle demande ce qu'il y a à manger. J'entendis qu'elle disait cette fois, et pour moi, des navets, maman, des navets au jus de viande, de très bons navets. Veux-tu que je t'en coupe quelques-uns dans ton assiette ou préfères-tu que je les laisse entiers pour que tu les prennes avec tes doigts? Ils sont très tendres. Non, dit-elle. Alors que veux-tu manger? Rien, dit-elle. Mais si, dit mon père, tu n'as pas assez de ta soupe, voyons, il faut manger. Elle haussa les épaules minuscules comme pour dire, et qu'est-ce que tu veux que je fasse de navet? Veux-tu une brioche dans du vin sucré? Non, dit-elle encore. Je savais qu'elle n'en voudrait pas, dit mon père. Elle en a mangé hier. Veux-tu un éclair au chocolat? Donne, dit-elle. Et elle tendit les os de sa main. Et elle tendit les os de sa main. Mon père se leva et alla ouvrir le buffet. Il y avait là un beau plat de gâteaux, des millefeuilles, des éclairs, des chaussons à la confiture, des brioches aux fruits confits, des croquants. Il lui donna un éclair au chocolat. Je voulais lui essuyer la bouche qui était encore vernie d'huile. Il lui en était resté dans cette petite moustache étrangement nouvelle. Elle repoussa ma main, se lécha les lèvres l'une sur l'autre avant de sucer son gâteau. Je le lui aurais donné après, dit mon père, j'en ai toujours une provision, tu as vu? Mais j'aurais bien voulu qu'elle mange les navets. Ça lui aurait fait du bien, ils sont très bons, tu sais, ils sont dans le jus d'une côtelette de porc. Est-ce que tu aimes les navets, toi? Je dis que je les aimais beaucoup. J'ai peur que tout ce sucre finisse par l'échauffer, dit-il. Les légumes lui adouciraient l'estomac. Je comprends bien, s'ils étaient à l'eau mais dans du jus de porc, elle devrait les aimer. J'ai essayé de lui faire manger des carottes, elle n'en veut pas. Des choux, elle n'en veut pas. Elle mangerait que des gâteaux. Ou de la viande coupée bien fin. Mais malgré qu'elle soit coupée bien fin, elle lui reste au gosier. Elle n'a plus de dents, elle ne peut pas mâcher, elle la triture. Il faudrait qu'elle ait le bon sens de la recracher quand elle en a pris le jus, mais elle veut quand même l'avaler. Elle fait des efforts inouïs. Chaque fois, j'ai peur qu'elle reste là, et ça ne la guérit pas. Si je veux la réjouir, je n'ai qu'à mettre une côtelette d'agneau sur le grill, ou alors des gâteaux et des bonbons. Ah, elle mange des bonbons toute la journée. Il lui en faut plus d'un hecto par jour, 100 grammes. Comment fais-tu alors, lui dis-je. Eh bien, dit-il, j'en achète, j'en ai toujours. Je ne me laisse pas surprendre sans bonbons ni gâteaux, tu as vu? Non, mais pour l'argent. Eh bien, tu m'en donnes, mais pas beaucoup. Mais c'est très suffisant, dit-il, je ne suis pas un ogre. Tout est très bon marché, il m'en faut peu. Je suis loin d'être à l'agonie, moi, hélas. Dis pas de bêtises, papa. Je ne dis pas de bêtises, mon fiston. Je n'ai pas fini d'être à ta charge. Je l'embrassai, petite coupe au cours de laquelle il parle de la mère. Tu as le cœur de ta mère. Elle avait la bouche toute barbouillée de crème, mais je savais maintenant qu'il ne fallait pas l'essuyer, dit le narrateur. Et puis elle demanda à boire. Cette tête penchée, ce menton soudé à la poitrine ne lui permettait de boire que dans un verre plein à ras qu'elle apportait jusqu'au bord de ses lèvres et dans lequel elle aspirait. C'était une buvette d'oiseau, goutte à goutte. Mais comme j'y remarquais une impatience et une sorte de furie, je lui dis « Attends, je vais te faire boire ». Elle m'abandonna le verre, je pris une cuillère à café. Il était très difficile d'atteindre sa bouche par en dessous, son nez trempé dans le vin. Enfin, en passant de biais, je réussis à lui donner la béquée, qu'elle avala coup sur coup, poursuivant la cuillère chaque fois que je la retirais, sans cesser de grogner un ronronnement de colère comme un petit faucon. Elle but ainsi à peu près la valeur de 2 travers de doigts. Je ne voulais pas l'impatienter plus qu'elle n'était.
Après, il y a le café. Le père, curieusement, dit « Moi, je n'en prends jamais, mais j'en ai fait, c'est pour fêter ton retour. » « Eh bien, fêtons-le, dis-je, une fois n'est pas coutume. » Je fis boire le café à ma grand-mère de la même façon que le vin, et à chaque cuillerée, elle poursuivit la cuillère avec toujours ce grognement de gorge rageur et impatient. Ainsi, à chaque repas. Mais dans l'intervalle des repas, elle ne dormait pas. Je la regardais et je voyais battre ses paupières. Ce ne fut que longtemps après mon retour que je me demandais enfin « Mais à quoi pense-t-elle ? Elle est dans le noir et elle ne nous entend pas. Elle est vraiment cette fois séparée du monde comme elle le désirait. Elle n'a plus besoin de s'y forcer. Son corps y est arrivé par la force des choses. Elle est seule avec elle-même. Et je sais bien qu'elle a été son unique souci depuis que je la connais. Elle est si près de la mort maintenant qu'elle doit déjà entendre les bruits de l'autre côté. Qui sait si avec cette obstination que je lui connais, elle n'a pas cherché et réussi à trouver quelques failles dans ces derniers pans de terre qui la séparent de ce qu'elle a éperdument poursuivi. Qui sait si elle n'est pas la bouche collée à une fissure imperceptible en train d'appeler. Et qui sait surtout si de l'autre côté, on ne lui répond pas déjà. Peut-être est-elle enfin de nouveau en train de boire le souffle brûlant de celui qu'elle avait perdu. Petite coupe, telle que je l'avais connue, litanie, j'ai gardé cette phrase pour le balancement, telle que je l'avais connue, elle devait disparaître. Il ne s'agissait plus de la conduire à travers les rues de Marseille, il ne s'agissait plus de guetter le regard furtif qui s'allumait dans son œil quand il était bien en face de ce rond qu'elle avait tracé avec son doigt autour de mon front et de mes yeux. Il ne s'agissait plus de l'aimer pour son visage de porcelaine, son mystère, sa fuite et le serment de cœur qu'elle me donnait. Il ne s'agissait plus de l'aimer pour ce qu'elle me donnait, il s'agissait de l'aimer pour lui donner. Il fallait la voir de façon très objective pour pouvoir précisément faire exactement les choses indispensables à son bonheur. Plus loin, et vers la fin de notre ces pages que voilà. C'est un jeu surprise. Hein. Oui. Peu à peu, je pus regarder beaucoup plus que ça sans m'esquiver. Je la prenais dans mes bras et je la portais sur son lit. Chaque fois, j'étais étonné de sa légèreté. Elle me semblait de plus en plus légère. Je sentais dans mes bras son fagot d'os moins lourd qu'un fagot de roseau creux. Je me disais, il reste vraiment très peu de choses d'elle. Et me souvenant de tous les efforts qu'elle avait faits pour rejoindre celui qu'elle avait perdu, je me rendais compte que si elle le voulait toujours, ça lui serait maintenant très facile. Je ne m'expliquais pas son hésitation maintenant qu'il n'y avait plus qu'un pas à faire, maintenant qu'il n'y avait plus qu'un corps en pierre ponce, maintenant qu'elle était déjà dans les ténèbres, le silence, l'immobilité, et seule avec son désir sur des routes entièrement libres. Je relevais ses jupes sans appréhension, rassuré au début par sa cécité qui rendait mes mains anonymes. Par la suite, j'aurais fait tranquillement ce qu'il y avait à faire, même si elle y avait vu clair. Je la prenais dans mes bras, je la portais sur son lit dès que je sentais une mauvaise odeur. D'ailleurs, ce qui me facilitait beaucoup à ces moments-là, c'est qu'elle avait un air humble et pauvre dont je ne pouvais pas supporter la vue. J'ai toujours eu peur qu'elle soit humble et pauvre. J'ai toujours été très fier de sa beauté, de son élégance, de sa netteté et de l'orgueil de son mystère. Quand je compris qu'il ne dépendait que de moi de lui donner ce qu'elle aimait et ce que j'aimais d'elle, il me fut extrêmement facile de la prendre dans mes bras pour la porter sur le lit. Il y avait même une sorte de contentement. J'étais heureux d'être celui qui la rendait telle que je désirais qu'elle fût. J'étais heureux d'être celui qui la rendait telle que je désirais qu'elle fût. Merci Jacques. C'est effectivement pour moi aussi un texte Mort d'un personnage, un texte absolument incroyable qui raconte donc les derniers moments, l'agonie de ce personnage incroyable. Ce personnage qui est l'Apolline du Sars sur le toit,
que certains d'entre vous connaissent, notamment sous les traits de Juliette Binoche au cinéma, hein, Pauline belle et intrépide. Ben là, Pauline, elle est vieille, elle est en train de mourir, et celui qui parle, c'est son petit-fils, qui est Angelo, qui porte le nom de son grand-père, du grand amour de Pauline. Et il décrit les derniers moments de cette femme qui peut-être va retrouver son grand amour et qui, malgré ce désir de mourir, s'accroche à la vie avec ce corps qui n'en finit plus d'agoniser. Avant de repasser la parole à Dorian pour qu'il nous explique ce qu'il lit dans ce texte, je précise que lorsque Giono écrit ce livre, sa propre mère est en train de mourir au-dessus de sa tête. Il est en train de s'occuper d'elle et sa propre mère s'appelle Pauline. Oui. J'allais dire, on a tous, c'est pas tous, évidemment je ne le souhaite pas, mais il y a toujours un moment dans la vie où, je le dirais comme ça, où on fait l'expérience de l'agonie de l'autre. Et on reviendra peut-être sur cette question de l'amour comme don, du soin, d'une certaine manière. Et ça, c'est vraiment toute l'affectivité qui se développe chez le narrateur, chez le petit-fils. Mais ce qui me frappe, et que, je le répète, on a peut-être tous vécu d'une manière ou d'une autre, et qui est absolument saisissant dans ce texte, c'est une nouvelle, c'est assez court. Hein. C'est un roman, mais qui est très bref. Voilà, c'est un roman bref. Dans ce roman, c'est que la mort, ici, est une affaire de vivant, c'est-à-dire de réenveloppement de la vie. Il ne restait plus grand-chose. Et que tout au long de ce récit, dans l'extrait qu'on a entendu, la question de l'appétit, de l'avidité, du regard furtif, le mourant est un prédateur. Il n'est pas un prédateur d'un point de vue psychologique. La vie en lui chasse quelque chose. Et lorsque la vie se réenveloppe, se rétrécit, se cristallise, hein, les os sont de pierre ponce à la fin, eh bien, ce n'est pas que la vie part, s'écoule. Je reviendrai dans une seconde sur la question de l'écoulement et des écoulements. Mais au fond, ce à quoi on assiste dans l'agonie, c'est une extrême concentration, une espèce de, si j'étais nietzschéen, je dirais une espèce de volonté de puissance. C'est-à-dire qu'une énergie fondamentale qui se resserre et qui finira par céder, mais qui encore dans cette ténuité de la vie organique, et la vie organique se décompose. Mais ce principe vital, j'aime pas beaucoup ce terme, continue d'être d'une extraordinaire puissance. Et au fond, il y a les chasseurs dans la forêt, et puis il y a cette vieille dame qui tend les os de sa main comme des pseudopodes. C'est-à-dire que c'est la forme, peu à peu, cette femme devient une forme minimale de vie. Et en réalité, la question de la consommation, de la nutrition est encore au cœur des choses, et au cœur d'ailleurs de l'échange avec son fils et son petit-fils. Et une dernière chose, parce que je voudrais laisser parler Emmanuel de cette question du soin, prendre soin chez Giono, qui me semble très importante. Je parlais d'écoulement, d'épanchement, pardon, c'est pas très ragoûtant, mais que ce soit les descriptions de la guerre, hein, lorsque Giono passe une semaine ou plus dans une tranchée avec 5 camarades, ils se font littéralement les uns sur les autres. Évidemment, dans le Hussard, sur le toit, le choléra et cette maladie qui fait couler toute forme d'éjection. Et la vie coule, et la maladie, c'est ça, la maladie, ça coule. Et cette grand-mère, Pauline, le jeune narrateur qui met les mains concrètement, Giono est très concret sur la nécessité de s'occuper de l'hygiène de sa grand-mère qui ne se tient plus. Ça, c'est la vie qui s'écoule. Et au fur et à mesure que cette vie
dégoûtante, absolument abjecte, puante. Hein, les mauvaises odeurs sont partout chez Giono. Et même le petit-fils, voilà, il traque les mauvaises odeurs de sa grand-mère. Bon. Eh bien, ça, c'est la vie qui s'écoule. Et pendant que la vie s'écoule, la puissance se réenveloppe. Voilà. Et c'est toujours, et dans les descriptions de la nature, dans le rapport aux animaux, dans le rapport à la chasse, à la prédation, au sang, à la cruauté, à la souffrance, dans tout ce rapport-là, il y a toujours chez Giono l'épanchement et l'enveloppement. Voilà. Une espèce de pulsation comme ça, fascinante. Et c'est d'autant plus intéressant dans ce livre qui date donc qui a été publié en 1949. Donc on est là quand même assez loin de l'expérience de la guerre. On meurt beaucoup chez Giono. Hein. On meurt de toutes sortes de façons et on meurt à tous âges. Par exemple, c'est un auteur qui sacrifie volontiers des bébés sur l'autel de la littérature, ce qui moi m'a toujours beaucoup impressionné. Il y a dans Regain la description d'un bébé qui meurt à côté de sa mère parce qu'il a été empoisonné par des plantes qu'il a digérées. Et la description que Giono fait, il s'attarde très longuement sur le corps violacé, noir, les yeux exorbités. Il traque, ce que disait Dorian est très juste, il traque le moment où on meurt et il traque la forme de mort. Or, ce livre, Mort d'un personnage, c'est quelqu'un qui meurt de vieillesse. C'est-à-dire, d'une certaine manière, c'est quelqu'un qui meurt comme on devrait tous mourir. C'est quelqu'un qui n'est pas frappé par la plaie que Giono a connue dans Jean le Bleu, qui est son seul texte, dit-il, autobiographique, parce qu'il dit aussi je l'ai inventé comme tout le reste, alors du coup on est un peu perdu, mais c'est toujours comme ça avec Giono. Il parle de la guerre, il parle de son meilleur ami, Louis, qui a été tué à la guerre d'une balle dans le ventre en 1916. Et il dit qu'il est atteint de la grande plaie qu'a toute sa génération. Et parlant de l'écriture, il dit « Ce côté des pages est taché de pus et d'ombre ». Et on retrouve l'écoulement dont Dorian parlait. Et ce que je trouve intéressant dans ce rapport à la mort chez Giono, c'est que c'est un principe d'écriture. C'est-à-dire que cette traque du vivant au cœur de la mort, cette traque de ce qui peut continuer à avancer et de la pulsion et du désir de chair jusque dans ce que ça a de plus répugnant, de ce désir de soin qu'il avait, dit-il, hérité de son père, qui soignait les malades et qui se promenait avec son manuel de médecine improvisé à la main. Ce désir-là, c'est un désir d'écriture. Et c'est là où on rejoint Un roi sans divertissement, où le sang sur la neige, on peut aussi le comprendre comme les taches d'encre sur la page. Et d'ailleurs, Giono, qui vivait son écriture comme une opération plastique, y a vraisemblablement pensé. Donc, pour rejoindre, on s'est éloigné délibérément, Jacques, du thème de cette soirée, parce que le crime, la trahison initiale, c'est celle de la mise à mort de tout ce troupeau d'hommes qui a été abattu dans cette guerre industrielle, dans cette guerre antinaturelle. Et d'ailleurs, le seul livre de Giono sur la guerre s'appelle « Le Grand Troupeau ». Et pour sortir de ce crime initial, il faut aller retrouver la véritable nature de la mort. Pas cette mort artificielle qui a décimé tous ces jeunes gens, mais la mort telle que la vit Pauline, et telle qu'on devrait tous la vivre, c'est-à-dire soignée par les gens qu'on aime. Et Jacques, vous me disiez, quand vous avez lu ce texte, vous me disiez, mais on ne porte plus les vieux comme ça. C'est-à-dire que ce qui vous a frappé, c'est ça. C'est ça, j'ai dû me dire, cette longueur d'écriture, mais je ne savais pas que Giono l'avait écrit dans ces circonstances. C'est long et dans le détail qu'il donne, cette longueur passe toute seule. Aujourd'hui, on aurait peut-être tendance à l'abréger dans l'écriture. Et puis, il y avait à dire pour aujourd'hui, effectivement, j'étais tout heureux de manipuler ces mots en me disant ça n'est plus dit aujourd'hui. Enfin, on n'a plus cette responsabilité dans le corps qu'on porte. Il y a des aides-soignants, il y a des tas de personnes autour. Et tout d'un coup, le texte nous révèle à quel point on est à distance de ce corps. Oui, on est à distance socialement parce qu'on a beaucoup médicalisé la mort, on l'a beaucoup hygiénisé. Giono, qui est né en 1895, appartient à une génération où on avait de vieilles personnes à charge chez soi jusqu'au bout, qu'on accompagnait jusqu'au bout. Il raconte qu'il a aidé son père à mourir, que le médecin du village lui a donné une petite potion pour que son père souffre moins et qu'il l'a fait. Il avait 25 ans. Ma génération est assez loin de ça, effectivement. Mais c'est important parce que la mort fait partie de la vie. Et Dorian disait, c'est être nietzschéen que de parler de la volonté de puissance, c'est-à-dire il y a de la puissance de vie jusque dans la mort. Alors,
On a parlé du crime inaugural, les remèdes qu'on a essayé d'évoquer, mais il y en aurait tellement, l'œuvre de Giono est tellement vaste que c'est compliqué de faire un tour complet. Il y a évidemment la fusion dans la nature, qu'on a évoquée, qu'on n'a pas encore tout à fait approfondie. Les premiers romans de Giono s'appellent la trilogie de Pan, du nom du dieu grec. Donc il y a l'idée qu'il faut que les hommes retrouvent leur état de membres du tout, de petites parties d'un tout qui les dépasse, au même titre que les autres êtres vivants. Et donc il y a des héros dans l'œuvre de Giono qui sont censés porter cette bonne parole, qui sont des figures paradoxales pour quelqu'un qui n'était pas religieux. Dorian me disait tout à l'heure, ce sont presque des figures de Messie. Alors j'aimerais bien qu'on développe ça. Pour quelqu'un qui était fils d'un anarchiste, la figure de Messie m'intéresse. Oui, alors vous faites sans doute allusion à la manière dont je traitais le personnage de Bobby, donc Ma joie demeure, on va y revenir. La question de ce rapport panique au sens strict, c'est-à-dire lié au dieu Pan, ce rapport panique à la nature, il est primordial pour plusieurs raisons. D'abord, je crois que Giono est grec. Giono est un écrivain de la physis, de la nature au sens grec. C'est un inventeur de héros homériques. Et d'ailleurs, un des derniers textes que j'ai lus avant de venir, j'ai pas tout lu, hein, c'est énorme, mais un des derniers textes que j'ai lus avant de venir, c'est Naissance de l'Odyssée. Et c'est un texte extraordinaire parce qu'au fond, Ulysse a passé 20 ans à faire l'amour avec des femmes sur des îles. Il n'a commis à peu près aucun haut fait. Et sur le chemin du retour, il n'est pas loin d'arriver. Et puis il se rend compte que tout le monde dit qu'Ulysse est mort et il commence à mentir et il commence à faire naître l'Odyssée de ce mensonge. Bon. Bref, Giono, qui était fasciné, je crois, hein, par la littérature et la culture grecque, est grec en ce sens que, vous le disiez tout à l'heure, le crime, le seul crime de l'homme, c'est la démesure, c'est l'hubris. C'est-à-dire de ne plus tenir compte de sa proportion dans la nature. C'est un problème pascalien aussi. L'homme est une disproportion. Voilà. C'est de cela qu'on se suicide. Pour le reste, la nature nous donne tous les signes et fait de nous un fragment de ce qu'elle est, de telle sorte que nous trouvions notre juste mesure dans une nature qui, elle, est mesure de toute chose. Non pas l'homme est mesure de toute chose, mais la nature est mesure de toute chose. Et l'hubris, c'est la démesure, et au sens strict, c'est quand on mesure mal le rapport de sa puissance, de son individualité, de ses valeurs, de ses hauts faits. Dans Le Hussard sur le toit, Angelo se pose beaucoup de questions. Suis-je un héros? Ai-je une morale? Mais voilà, suis-je patriote? Cette question des valeurs qui peu à peu s'évapore face à la seule mesure de toute chose qui est la nature. Et ça conduit à une forme de spiritualité non religieuse d'une certaine manière, à une forme de panthéisme. Alors là, encore une fois, on joue sur le mot, puisque pan en grec, ça veut dire tout, le tout. Giono est un penseur de la totalité. Et Langlois, voilà, retrouve les dimensions de l'univers en se faisant exploser la tête, c'est-à-dire au fond en renonçant à son individuation. Et qu'il y a certains personnages qui viennent apporter ce message, apporter au sens strict cet évangile, cette bonne nouvelle. Et ce qui m'a frappé en lisant Que ma joie demeure, c'est qu'au fond, le personnage de Bobby, dont je vais laisser parler, sur lequel je vais laisser parler un peu Emmanuel, qui connaît bien, ce personnage est à la fois l'idiot de Dostoïevski et Jésus. Et il va prendre, au fond, sur ses épaules, non pas le poids du péché, mais le poids de
du désarroi des hommes, puisqu'il arrive dans un village où il y a eu plusieurs suicides. Et il vient là, cet acrobate, un personnage nietzschéen, l'acrobate, le funambule aussi. Et il arrive dans ce village et il va ouvrir ces individus, au fond, en plein désarroi, désespérés. Il va leur ouvrir les yeux et la langue, parce que c'est une affaire de poésie. Il va leur apprendre à parler la nature. Et parler la nature, c'est quoi? C'est la poésie. Et il va leur apprendre à contempler, à écouter, à parler la nature. Et puis, évidemment, il y a des implications pour la société des hommes, puisqu'il va leur apprendre à partager, à mettre en commun les récoltes, à sacrifier du blé pour les oiseaux, pour le seul plaisir de voir des nuées d'oiseaux arriver dans la cour, c'est-à-dire sortir de l'économique et devenir contemplatif. Il va leur apprendre la gratuité. Giono dit la poésie, c'est la gratuité. Là, on retrouve le vétéran de 14 qui a combattu dans ses écrits pacifistes la guerre capitaliste. La poésie, c'est la gratuité. Il faut faire les choses pour la beauté des choses. C'est ce que le poète enseigne. Mais l'œuvre de Giono, elle n'est jamais totalement lumineuse. Et cette bonne parole de Bobby, elle se fracasse sur une petite jeune fille qui s'appelle Aurore, qui est un petit peu amoureuse de lui, mais c'est un peu compliqué. Elle a du désir, mais on ne sait pas trop. C'est pas très explicité. Elle est contrariée. Et Aurore a un comportement étrange. Elle a une jument qu'elle adore. Elle a une relation presque fusionnelle à cette jument. Et puis à peu près au milieu du livre, elle découvre que la jument est pleine, comme on dit, et elle la bat. Elle se met à la battre. Et puis un peu plus loin dans le livre, elle finit par se faire sauter la tête au fusil. On est 12 ans avant le suicide du policier Langlois. Donc Bobby a réussi à transmettre la gratuité. Il a permis le vol des oiseaux, il a permis l'arrivée du cerf au village. Il a initié quelque chose d'initiatique, quelque chose de rituel dans ce qu'il a fait. Mais il a échoué à rendre la joie à peut-être la seule personne à qui il devait la donner, qui est cette petite jeune fille qui avait toute la vie devant elle. Que ma joie demeure est quand même un roman qui a eu un écho considérable. C'est un titre formidable qui est emprunté à un choral de Bach. On n'a pas le temps d'expliciter le rapport de Giono à la musique parce que Giono a touché trop de choses et il est trop vaste pour qu'on puisse parler de tout. On l'a dit, Giono n'était pas religieux. Son père était un grand lecteur de la Bible et son père, scandale, s'est fait enterrer par un pasteur protestant. Ce qui, dans la zone où il était et pour la génération qui était la sienne, était quand même quelque chose d'assez audacieux. Voilà, moi, à titre personnel, j'aime beaucoup Bobby, même si sa réussite est très relative, et même si j'aurais aimé qu'il arrive à faire quelque chose avec cette petite Aurore. On n'est pas d'accord là-dessus. Voilà. Mais en même temps, c'est Giono. On ne triomphe jamais vraiment chez Giono. On le disait dès le début, on meurt toujours seul, on est toujours seul, et on écrit toujours seul. Et je souhaitais qu'on termine cette rencontre avec et l'épreuve continue. Oui. On n'écrit pas un livre pour qu'il s'arrête. Non. Il y a du Melville là-dedans, toujours oui. dans l'histoire là, de Bobby. Vous êtes prodigieux, hein, vous êtes extraordinaire parce que ça enrichit tellement ce qu'on connaît de ces récits, où la nature est la mesure de toute chose. Alors, du coup, je ne sais pas, moi, quelle est ma part, ma contribution. Peut-être au thème, je voudrais commettre ici un crime contre Jean Giono. Ce serait pas mal. Je vais donc tenter devant vous. Je vous en ai parlé, je suis originaire du Nord, où on n'a pas tout à fait les mêmes idées de la mise à mort et de penser des choses pareilles. Il y a déjà assez d'horreur tout partout dans le Nord. Donc c'est vrai que c'est pas... Mais en même temps, on est sensible à ce monsieur qui est très généreux. Ça c'est clair, il y a chez lui un désir de l'offrande, il était dit dans le texte d'avant. Alors si je prends comme ça, sans l'accent du Sud, avec l'accent, disons, du Nord, ça donnerait le ciel grondait sans arrêt. Le bruit était si violent qu'on le touchait. Il était chaud comme du vent d'Afrique. Il flottait. Il battait des ailes. Il reversait. C'est idiot ce que je fais.
Ça ne tient même pas la route. Je ne m'étais pas entraîné. Ça ne peut pas. Voilà. De même que quand j'ai dû enregistrer, la chance qu'on m'a donnée, c'était pas nécessaire d'y mettre quelconque accent provençal. Bien sûr, ça gênait un petit peu. C'est justement l'objet de ce petit exercice-là. Si notre héros Bobby est un battleur, ou en tout cas quelqu'un qui, par sa parole et son apparition, peut-être d'athlète aussi, de jongleur, transforme un peu par sa parole, peut transformer les choses, il est certain qu'il n'est pas nécessaire de prendre le ton d'un conteur, ni les accents, pour accéder à ce récit. Il y a un jeu que les phrases rebondissent l'une sur l'autre, mais c'est comme la pluie qui est en train de rebondir, parce que là, cette scène conduit petit à petit à l'orage. Son torse ruisselait de pluie, ses muscles luisaient. Il marchait sans se presser, le vent embarrassait ses jambes, mais il ne sentait pas la fatigue. Il n'y avait plus de jour, la clarté venait de la pluie et des éclairs. Pour eux, il n'y avait plus ni barrière, ni rien. Ils sautaient d'un bord à l'autre. Tout le ciel était à eux, et la terre. Il n'y avait plus de différence entre le ciel et la terre. Il n'y avait plus de ligne de séparation, plus que des embruns d'eau, de la fumée, des forces huileuses qui traversaient la pluie en jetant de l'ombre comme le passage d'un oiseau. La magie de la foudre même ne pouvait pas départager la terre de l'eau. Les 100 formes de la foudre, la roue, le clou, l'arbre qui se plante dans la terre, lancé par le ciel, à qui rien ne résiste, qui fait tout trembler par ses feuillages et ses racines, l'oiseau de feu, la pierre, la cloche, l'éclatement du monde. Et tout se déchire, tout se voit d'un seul coup, le fond du ciel et le fond de la terre, millions de torrents, de fleuves, de rivières, de ruisseaux d'or, millions de vallées, de gouffres, d'abîmes, de cavernes d'ombre, au clin d'œil, au clin de l'œil, puis tout s'éteint. Le serpent, la flèche, la corde, le fouet, le rire, les dents, la morsure, la blessure, le ruissellement de sang, toutes les formes de la foudre. Bobby pliait les reins. Bobby est seul. Il va se parler à lui-même. Le ciel grondait sans arrêt, le bruit était si violent qu'on le touchait. Il était chaud comme du vent d'Afrique, il flottait, il battait des ailes, il renversait la pluie, il couchait les embruns, il sonnait dans les profondeurs du pays, et ce n'était plus que par lui qu'on pouvait connaître l'existence des plaines et des montagnes, des vallées et des murailles de roches, et comprendre l'entablement fantastique de l'orage dressé jusque dans les hauteurs les plus grinçantes de l'air. Chaque grondement charriait les échos de toutes les formes du monde. Description d'un paysage par ce grondement. Le ciel grondait sans arrêt. Le bruit était si violent qu'on le touchait. Il était chaud comme du vent d'Afrique. Il flottait, il battait des ailes, il renversait la pluie, il couchait les embruns, il sonnait dans les profondeurs du pays, et ce n'était plus que par lui qu'on pouvait connaître l'existence des plaines et des montagnes, des vallées et des murailles de roches, et comprendre l'entablement fantastique de l'orage dressé jusque dans les hauteurs les plus grinçantes de l'air. Chaque grondement charriait les échos de toutes les formes du monde. Tu es inquiet, je le sens. Tu voudrais bien que je te dise pourquoi c'est toujours toi que tu vois. Ça a été répondu droit fil tout à l'heure. Hé, je t'attendais à cet endroit-là. Je te surveille depuis que nous avons commencé à parler. Je savais qu'à un certain moment, tu allais me dire « Je la vois », au bout du rouleau, justement, quand tu ne voyais plus rien de rien. Est-ce vrai ? À la bonne heure. Je n'ai pas de mérite. Je suis 1 million de fois plus vieux que toi. Qui je suis ? Mais toi, imbécile, exactement comme pour la joie, la maljoie, comme dirait Fabre. Elle d'un côté, moi de l'autre, ton malheur, toi au milieu.
Ah, moi, elle d'un côté, la joie. Moi de l'autre, toi au milieu, la Trinité. Si j'existe, mais non, je n'existe pas, moi non plus. Pourquoi tant mieux? Ton malheur et ta joie, c'est toi-même. Qu'est-ce que tu dis? Parle plus fort. Qu'est-ce que tu bourdonnes tout bas? Tu appelles ta mère. Et après, tu veux me faire jouer aux cartes avec tes souvenirs. J'ai gagné. Regarde ce jeu. Je n'ai pas encore la carte d'Aurore. Elle serait plutôt dans mon jeu que dans le tien. Qu'est-ce que tu fais comme pli? Tes atouts me servent. Tu l'appelais Ma. Tous les enfants du village l'appellent Ma. Ainsi, il continue à monologuer. La pluie devient orage. Saloperie de pluie. On ne voit pas à 1 mètre. Marche. Tu crois que c'est de ce côté, la gauche? Je languis d'arriver. L'orage traînait sur le plateau. Les éclairs jaillissaient de la terre. Couche-toi. Laisse-les faire. Ça s'arrête. Dresse-toi. Marche. Lance sur la droite. Couche-toi. Les barres de foudre sifflaient comme du fer de forge. Elle ne mourait plus tout de suite. Elle courait plus de 100 pas droit devant, en brûlant la pluie. C'est passé, marche. C'est bien de ce côté-là, la gauche. Val d'Arène, la forêt là-bas au fond. Non, c'est de l'ombre. Marche, Val d'Arène, au rendez-vous des chasseurs. Tout contre toi. Orion entouré d'animaux et de rivières. Les éclairs jaillissaient de partout comme la force d'une forêt. Cours, cours, cours. Ne cours plus, s'écria Bobby. Et il s'arrêta de courir. Non, dit-il, maintenant je sais. J'ai toujours été un enfant, mais c'est moi qui ai raison. La sueur fumait de son torse nu. Soudain, il fut prévenu comme un oiseau par un pétillement sous la langue. Ma! Cria-t-il. La foudre lui planta un arbre d'or dans les épaules. Voilà. C'était donc la fin de Que ma joie demeure. S'il y a des questions, elles sont les bienvenues. Non ? Bien, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Bien, alors merci beaucoup, merci Emmanuel, merci d'avoir orchestré ce moment de sensibilité, d'intelligence, j'en suis très touché. Merci Dorian, merci Jacques. Je vous informe qu'en sortant de l'auditorium, il y a une table, il y a un libraire et il y a une signature de livre. Je vous rappelle que demain, nous pourrions nous retrouver au musée d'histoire de Marseille pour un sujet très très différent qui s'intitule « Retour sur un scandale » avec 2 historiennes, Isabelle Montel et Cécile Régnard. Je vous remercie tous de suivre ce festival. C'est vous qui le portez, ce festival. Je tiens à remercier également le MUSEM et la qualité de mes interlocuteurs dans cette belle maison. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci.